Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui il est assez tard, là il est déjà minuit et quart, et on est dans la nuit du lundi au mardi, puisque voilà j'ai rattrapé cette nuit, enfin plutôt cette nuit, enfin cette soirée, les Survivor Series 2021, comme vous avez pu voir dans le titre si vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc voilà, et du coup forcément cette vidéo sort un petit peu en retard, mais c'est pas très très grave. Pour les Survivor Series, du coup, on a eu quand même des bons matchs, des matchs un peu moins bons ou des choses pas forcément superbes. Après, moi je regarde pas les weekly parce que j'ai juste le network et que sur le network, les weekly, donc Raw, SmackDown, NXT, mais bon, NXT sont. Enfin, ils ont fait une fois les Survivor Series et depuis on les a jamais revus. Mais du coup, ils sont pas. Enfin, NXT, je crois qu'ils sont quand même toutes les semaines. Il y a l'épisode qui est mis très rapidement sur le network. En ce qui concerne Raw et SmackDown, à chaque fois, il faut attendre minimum un mois pour recevoir l'épisode à cause du fait que oui, les trucs passent sur des chaînes américaines, je crois qu'il y a la Fox et je ne sais plus quelle autre chaîne, mais du coup c'est un gros bordel pour qu'ensuite ça arrive sur le network. Enfin voilà, il n'y a que les pay-per-view qui sont là en direct sur le network, et NXT de mémoire qui arrive sur le network ultra rapidement. Donc du coup je ne regarde jamais les weekly parce que je n'ai pas les chaînes télé là où je suis. Et du coup pour regarder Raw et SmackDown je les regarde je les regarde grâce aux vidéos des youtubeurs comme Sturi, alors pas le doc parce que le doc je crois qu'il ne regarde plus non plus les weekly. Je regarde les vidéos de Sturi et de Axel, je ne me souviens plus du nom de sa chaîne. Mais comme j'ai un ami qui regarde beaucoup sa chaîne YouTube, du coup, chaque fois qu'on en parle, on dit Axel, mais du coup, j'ai pas le nom de sa chaîne. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est Axel. Et voilà. Et du coup, j'ai toutes les infos grâce à ça. Et du coup, ce que j'ai eu comme information, c'est que il n'y a absolument rien qui a été buildé pour faire des bonnes storylines durant les Survivor Series. Et du coup, comme disait Sturi, on va avoir des très beaux matchs, sûrement. Quand on voit la carte qu'il y a des beaux matchs à venir. Mais il n'y a pas d'histoire autour de ces matchs. Et ça, c'est vrai que c'est un peu pourri, parce que les Survivor Series, on est censé quand même avoir Raw contre SmackDown. Donc c'est des points pour montrer quel show est le meilleur. Sauf qu'effectivement, si dans les weekly, il n'y a rien de préparé pour que les gens se disent voilà, on est les meilleurs, on veut montrer qu'on est les meilleurs et tout, ça sert à rien. Et là c'est ce qu'on a vu quand même dans les pay-per-view, c'est que ce qu'ils ont fait n'a servi à rien, parce que même au sein des matchs il n'y a pas vraiment ce truc entre les catcheurs parce que Raw ou SmackDown est meilleur, c'est vraiment les commentateurs qui jouent énormément là-dessus, mais c'est vrai que les catcheurs en eux-mêmes voilà, soit il y a des règlements de compte, il y a des face-à-face d'anciens adversaires et tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'histoire vraiment autour de Raw et SmackDown, et ça c'est assez triste en sachant qu'à la base c'est le concept des Survivor Series. Donc on a eu 6 matchs, plus le kick-off, mais le kick-off maintenant vous le savez, ça fait bientôt, enfin c'est même pas bientôt, ça fait 1 an qu'on fait des vidéos de catch, puisque la chaîne a un peu plus d'1 an et que ça fait partie des premières choses qu'on a fait sur la chaîne, et c'est même là le deuxième Survivor Series dont on fait une réaction depuis le début de la chaîne. Et du coup le kick-off, tout ce que je sais c'est que Shinsuke Nakamura a battu Damien Priest avec une tricherie apparemment, parce que c'est marqué qu'il a gagné par disqualification, donc il va y avoir une tricherie ou une connerie du genre. Du coup voilà, Nakamura qui gagne. Franchement, pour les champions intercontinental et les États-Unis, ça fait bizarre de les avoir dans le kick-off. À la limite, la sorte de Battle Royale aurait été mieux là-bas enfin, je sais pas, tu mets des champions dans le kick-off et une Battle Royale qui sert pas à grand-chose en attendant dans le show principal. Enfin, j'ai pas trop compris le délire de WWE. Mais bon.
Passons au premier match, le match que je ne voulais absolument pas voir parce que Becky Lynch, Charlotte Flair, on a vu ça 1 million de fois. Bien sûr, j'exagère comme d'habitude, hein, mais bon, c'est pour dire qu'on a vu ça plein de fois. En plus, le match n'a pas été si ouf que ça. Il y a eu des très beaux spots et tout, hein, mais c'était pas top. Hein. On peut noter du coup Spear de Charlotte Flair au bout d'1 ou 2 minutes de match, ce qui est quand même assez rapide. Ensuite, j'ai mis qu'on a eu un petit botch. Je l'ai même repassé plusieurs fois pour bien vérifier que c'était un botch. En fait, il y a un moment où Becky Lynch se retrouve à l'extérieur du ring. Alors, elle est sur le tablier, donc de l'autre côté des cordes. Et le coup classique, hein, quand quelqu'un est là, c'est que soit tu essayes de lui mettre un coup de pied, un coup de bélier ou un spear, ce qu'on aura plus tard dans la soirée, dans d'autres matchs. Et du coup, Charlotte Flair arrive, comme elle est très grande, forcément, elle a le choix du big boot, donc le coup de pied dans la tête. Et du coup, il y a Becky Lynch qui va l'esquiver. Et en fait, elle va vouloir mettre un coup de genou, enfin un coup de, peut-être même plus de tibia, genou ou tibia dans la tête de Charlotte Flair. Sauf que si vous remettez plusieurs fois juste ce petit moment, vous allez vous rendre compte que la jambe de Becky Lynch va à peine dépasser la 3e corde, donc ne jamais atteindre la tête de Charlotte Flair, mais qu'on entend un gros claquement, parce que la caméra en fait passe directement dans le dos de Charlotte Flair, ce qui fait qu'on ne voit pas le coup, mais quand on voit jusqu'où a levé la jambe Becky Lynch, on se rend compte que c'est impossible qu'elle ait touché Charlotte Flair, et qu'il y en a une des deux qui doit se claquer sur ce... Enfin, vous savez, ils font beaucoup ça, notamment avec le finisher de Drew McIntyre, j'ai oublié son nom, mais en gros quand il fait son finisher, à chaque fois il se tape sur la cuisse pour donner l'impression que ça fait beaucoup de bruit, et voilà. Et là c'est exactement ce qui s'est passé, parce que Charlotte Flair n'a jamais été atteint par la jambe de Becky Lynch, et Charlotte Flair vend quand même la prise. Donc voilà. Donc pour ceux qui avaient peur que ça se passe très mal entre les deux, au final les deux ont été très professionnels et ont fait leur travail comme il faut. Ensuite j'ai mis une belle powerbomb de Charlotte Flair au centre du ring. Ensuite on a un moonsault, bon ça c'est un peu une habitude, au moonsault de la 2e corde de Charlotte Flair. Becky Lynch qui l'esquive en roulant, et du coup Charlotte Flair renchaîne directement avec un autre moonsault qui cette fois atterrit sur Becky Lynch. Et ça on le voit assez régulièrement dans des matchs, mais bon c'est toujours assez agréable à regarder. Ensuite j'ai mis une belle descente de la cuisse de la 2e corde sur Charlotte Flair. Charlotte qui était à moitié en balancement dans les cordes, là elle se prend une petite descente de la cuisse qui était plutôt jolie à voir. Ensuite Becky Lynch va rater une autre descente de la cuisse, mais va quand même réussir à placer son finisher sur Charlotte Flair, sauf que Charlotte va briser le tombé en mettant un pied dans les cordes. Donc voilà, plutôt intelligent. Ça faisait très longtemps, je pense que j'avais pas vu de match où le tombé était brisé de cette manière-là. Là dans la soirée, je crois qu'il y aura deux tombés qui seront brisés comme ça, si j'ai bonne mémoire. Ensuite on a des vols de prise de soumission. Alors quand je dis vol, hein, c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens où voilà, un catcheur prend une prise de l'autre, hein, mais bon voilà, c'est pas sous un ton négatif que je le dis. Et puisque Becky va faire le figure four lock, donc l'ancienne prise de soumission de Ric Flair, repris par Charlotte Flair également, sauf que cette fois Becky Lynch le fait subir à Charlotte Flair. Sauf que forcément ça ne suffira pas. Ensuite Charlotte Flair fait un très beau moonsault à l'extérieur du ring, même si elle est quand même pas très proche de Becky Lynch. Genre quand elle fait son moonsault qu'elle atterrit, genre je crois qu'il y a juste un bras qui tape dans Becky Lynch qui vend quand même la prise, mais bon le placement était pas top. Ensuite Charlotte Flair fait le disarmer, donc la prise de soumission de Becky Lynch. Donc voilà, ça je dis, il y a des petits vols, chacune fait la prise de soumission de l'autre, donc au moins chacune des deux a l'occasion de subir ce qu'elles font subir aux autres, ce qui est plutôt sympa. Et ensuite on a la fin qui est assez pourrie, je peux le dire. C'est que Charlotte Flair du coup tente un petit paquet sur Becky Lynch, et en fait en faisant le petit paquet elle se tient dans les cordes.
l'arbitre commence à taper 1 ou 2, je sais plus si c'est à 1 ou à 2, mais il voit, parce qu'il n'a même pas la tête, il voit que Charlotte tient les cordes, du coup il se relève, il fait non, t'as les bras dans les cordes, on brise le tombé, voilà, puisque c'est interdit, c'est de la triche d'utiliser les cordes. Et du coup, quasiment au même endroit, Becky du coup fait une prise de soumission, pas une prise de soumission, un petit paquet à Charlotte Flair, et du coup l'arbitre commence à compter 1, 2, et là elle met son bras dans les cordes, l'arbitre continue à compter, et du coup Becky Lynch gagne le match comme ça. Et du coup, ce qui me pose problème, ce n'est pas le fait que Becky Lynch gagne le match, puisque j'en ai absolument rien à faire que ce soit Becky Lynch ou Charlotte Flair qui gagne, parce que j'avais absolument pas envie de voir ce match. Mais ce qui me dérange, en fait, c'est que quand l'arbitre il tape, il est comme ça, donc il regarde Charlotte et Becky Lynch. Et du coup, quand c'était Charlotte Flair qui met la main dans les cordes, il l'a vu, mais Becky Lynch, qui est quand même dans son champ de vision, il la voit, qui met également sa main dans les cordes, il la voit pas. Et ça, vraiment, ça me dérange, parce que elle n'aurait pas dû gagner, enfin du moins pas avec un petit paquet à côté des cordes, puisque du coup, il voit très bien ce qui se passe sous ses yeux. Donc vraiment, j'ai pas aimé du tout ce final. Si tu veux faire gagner les gens avec un petit paquet, fais-le au milieu du ring ou un truc comme ça, mais pas à côté des cordes et avec en plus en plein dans le champ de vision de l'arbitre. Si à la limite l'arbitre avait été de profil, du coup Becky Lynch avec son corps aurait pu trouver un moyen de cacher qu'elle tenait les cordes, alors que là l'arbitre était un petit peu dans le dos de Becky Lynch et du coup vous voyez très clairement qu'elle utilisait les cordes. Et du coup, cette fin est complètement à chier, quoi. Donc, ce qui est assez dommage parce qu'il y avait eu des petits trucs sympas, mais le final, vraiment, il est complètement raté. Hein. Pour moi, c'est ni fait ni à faire. Ensuite, on a le deuxième match qui est le Survivor Series masculin, avec d'un côté pour l'équipe de Raw Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Theory, Finn Balor et Kevin Owens. Et pour SmackDown, le King Woods, donc Xavier Woods, Jeff Hardy, Sheamus, Happy Corbin et Drew McIntyre. Et pour être honnête, c'est le match que j'ai préféré. Voilà. Notamment puisque voilà, ceux qui ont de toute façon qui regardent la vidéo, vous avez sûrement déjà vu le show. Et du coup, Jeff Hardy, c'est toute mon adolescence. C'est grâce à lui que je regardais le catch quand j'étais ado. Et c'est notamment avec son départ que j'ai un peu arrêté de regarder le catch, que ça me passionnait beaucoup moins une fois que Jeff Hardy n'était plus à la WWE. Et du coup, c'est quand même un catcheur très important pour moi, même si malheureusement aujourd'hui, avec son utilisation, c'est un peu chiant. Depuis que j'ai repris, il a eu son truc avec Sheamus qui tournait autour de l'alcool, c'était pas terrible. Après, il n'y a pas eu vraiment de vraie rivalité, de bonne rivalité. Il a quand même fait des bons petits matchs, ou apparu dans des bons petits matchs. Celui-là qui est très très bon, mais voilà, à part ça, il n'a pas eu droit à de très bons runs, malheureusement, depuis que j'ai repris le catch. Donc j'aime toujours Jeff Hardy, j'ai toujours un coup de cœur pour lui. Je pense que ça ne changera jamais ce que je pense de Jeff Hardy, mais malheureusement, son utilisation ne me donne pas autant de hype que celle que je peux avoir pour Roman Reigns par exemple. Même si là, je parle surtout des autres matchs, parce que dans celui-là, vraiment, c'est peut-être un des seuls où j'ai vraiment eu de la pression. Je me suis dit, allez, il faut qu'il gagne. Même Sheamus, que j'aime pas du tout son style de catch, j'étais en train de me dire, allez, il faut qu'il survive là pour qu'il y ait une victoire à SmackDown et tout. Et voilà, on va voir un peu ce qui s'est passé. Et j'ai oublié de dire que du coup, avec le premier match, on était à 1 victoire pour Raw et 0 victoire pour SmackDown. Alors, puisque je ne compte pas le kick-off, on reviendra dessus plus tard. Du coup, le match débute entre Kevin Owens et Xavier Woods. Kevin Owens décide directement de sortir du ring et de partir, de quitter le match. Donc je pense que ça conclut son heel turn, le fait qu'il décide de trahir son équipe. Du coup, décompte à l'extérieur, et au final, c'est Austin Theory qui, du coup, commence réellement le match. Au bout d'un moment, parce que j'avoue que le début était très chiant quand même, le match est très bien, mais le début est quand même un peu long à démarrer, c'est un peu chiant, il se passe pas mal de petites choses, mais bon, je trouve pas hyper intéressant. Finn Balor, du coup,
réussit à placer le coup de grâce sur Happy Corbin et va réussir à éliminer Happy Corbin, du coup qui va remettre les deux équipes au même niveau. Un peu plus tard, Jeff Hardy va réussir le Whisper in the Wind sur 2 stars de Raw. Je me souviens plus lesquels, mais je crois que Seth Rollins était dans le lot. Ensuite, Bobby... Hein, ah oui, Bobby Lashley fait tomber Xavier Woods de la 3e corde, donc il devait sûrement s'apprêter à faire une descente du coude. Ensuite, il fait le changement, je crois que c'était Austin Theory qui était au sol. Il fait le changement, il envoie le spear, puis le hurtlock, et au final, Xavier Woods ne réagit plus, donc l'arbitre décide de disqualifier, de faire abandonner Xavier Woods, et du coup, voilà, un nouvel éliminé. Ensuite, Lashley se prend un coup de la corde à linge par Drew McIntyre à travers la barrière. Les deux se retrouvent au niveau du public. Sauf qu'au moment où ils essayent de revenir, le temps est passé. Enfin, l'arbitre a eu le temps de compter jusqu'à 10. Comme les deux étaient les catcheurs in-ring, et ben, ils sont tous les deux disqualifiés par des comptes à l'extérieur. Ce qui en soi n'est pas idiot dans le cas de Bobby Lashley, puisque Bobby Lashley est vraiment un gros monstre. Du coup, c'est vrai que l'éliminer comme ça, c'est pas trop mal. Drew McIntyre, bon, dans tous les cas, moi ça me dérange pas, mais c'était un peu peut-être le gars le plus fort de son équipe. Donc voilà, en sachant que de l'autre côté il restait encore du Seth Rollins, une Finn Balor qui pouvait encore éliminer Drew McIntyre, donc bon, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est pas trop dérangeant. En plus, on part sur du Drew McIntyre, Bobby Lashley, les deux qui étaient en grosse rivalité à Raw, voilà, notamment autour du titre, qui entre guillemets se supportaient pas au niveau des storylines. Donc c'est plutôt une bonne manière, on va dire, d'en finir, quoi. Ensuite, ok, j'ai juste noté, il reste Seth Rollins, Balor et Sheamus pour Raw contre Jeff Hardy et Sheamus. C'est vrai qu'à ce moment-là, il ne reste plus que Jeff Hardy et Sheamus pour SmackDown. Rollins va provoquer Drew McIntyre parce que Drew et Bobby continuent de se battre. Et Rollins va un peu se moquer de Drew McIntyre, machin, lui dire allez vas-y, dégage, t'as perdu. Et du coup, Drew va lui mettre un gros coup de boule dans la tronche. Sheamus va tenter de le tomber, mais ça ne suffira pas. Sheamus va même esquiver un coup de grâce de la part de Finn Balor et va réussir à placer le Brogue Kick et éliminer Finn Balor. Je trouve que c'est une élimination un peu facile quand même, parce que Finn Balor n'a pas tant pris de coups dans la tronche dans ce match, donc être éliminé quasiment sur un coup de grâce, je trouve que c'est quand même assez rapide. Quand on voit qu'il a survécu on ne sait combien de temps face à Roman Reigns et que là il se prend un Brogue Kick, il est KO, c'est un peu dommage. Austin Theory va entrer dans le ring en faisant une petite roulade, puis il va faire un bond avec un dropkick incroyable, vraiment le gars a une détente de fou, quoi. Mais bon, ça ne suffira pas. On a un petit splash de la deuxième corde de Jeff Hardy, mais qui n'est pas suffisant. Jeff Hardy fait un saut, alors c'est un saut qu'on avait l'habitude de voir avec les Hardy Boys. En gros, c'est quand t'as un mec qui est dans le coin, le deuxième catcheur se met à quatre pattes, et souvent c'était Matt Hardy du coup, qui se mettait à quatre pattes. Jeff Hardy, il partait d'un coin du ring, il courait, il sautait sur le dos de Matt Hardy, prendre de l'élan, et puis il atterrissait dans le côté comme ça sur l'adversaire, sauf que là il atterrit sur Seth Rollins et Austin Theory, qui sont les deux derniers survivants de Raw à ce moment-là. Ensuite on a Sheamus et Jeff Hardy qui cette fois vont reprendre un petit truc de Sheamus, c'est quand ils placent les catcheurs dans les cordes là où ils sont bloqués comme ça, puis qu'ils leur met des coups comme ça dans la poitrine. Les deux vont en faire 4 ou 5 en même temps sur leurs deux adversaires. Ensuite Sheamus va contrer le stomp avec, alors c'est pas un vrai Samoan drop, mais bon je sais pas comment appeler ça, il va esquiver le son, il va le choper, il va le placer sous lui comme ça dans le dos et puis tomber sur Rollins. Ensuite Austin va éliminer Sheamus sur un petit paquet, c'est voilà, petit paquet, un peu horrible.
Austin du coup va provoquer Sheamus. Je crois qu'il n'a pas compris le truc que venait de faire Rollins avec droit qui savait non, il va décider de provoquer et tout. Être très heureux d'avoir éliminé Sheamus. Et au final, Sheamus va le dégommer, il va même dégommer Jeff Hardy. Voilà, les deux ont fait super équipe et maintenant il le dégomme. Alors si c'est pour relancer une rivalité Sheamus-Jeff Hardy, personne n'en a envie. Elle était déjà nulle, celle qu'on a eue il n'y a pas longtemps, donc on veut pas retourner là-dedans. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rollins qui arrive à faire un frog splash sur Jeff Hardy, mais qui ne suffira pas. Jeff Hardy, lui, arrive à placer la Swanton Bomb sur Austin Theory et réussit à éliminer Austin Theory. Donc on se retrouve dans une finale avec Jeff Hardy et Seth Rollins. Et là, tu te dis, est-ce que Jeff Hardy peut gagner comme il a gagné en 2007 avec Triple H? Bon, sauf que là, il aurait pu gagner tout seul. Et du coup, Jeff Hardy va réussir à esquiver le Stomp et à placer le Twist of Fate à la place, sauf qu'il va monter sur troisième corde, il va tenter le Swanton Bomb qui va être contré par Seth Rollins. Seth Rollins qui cette fois a réussi à vraiment placer le Stomp et va remporter le match. Donc grande victoire pour l'équipe de Raw menée par Seth Rollins. Donc on se retrouve avec un petit 2-0 pour Raw à ce moment-là de la soirée. Ensuite, le troisième match, donc c'est la sorte de grande bataille royale avec 25 catcheurs, qui était un énorme bordel. Vraiment, de toute façon, je l'ai pris en note, mais vraiment c'était un énorme bordel. Donc dès le début du match, on a AJ Styles qui sort du ring et va se mettre sur la table de commentateurs. Voilà, il dit de toute façon, pour aider, il faut me faire passer par la troisième corde. Donc là, si on veut l'éliminer, il va falloir me récupérer, me mettre dans le ring pour me ressortir du ring. Un gros bordel pour essayer d'éliminer AJ Styles. Bon, bien sûr, vous doutez bien que personne ne va le poursuivre, quoi. Omos va éliminer quasiment dès le début Drew Gulak, Humberto Carrillo et Shelton Benjamin. Heureusement que les commentateurs le disent parce que sinon, voilà, c'est tellement rapide qu'on ne voit rien. R-Truth va tenter d'amadouer Omos avec une part de pizza et comme Otis pas trop là, il va faire pareil avec Otis. Otis va manger la part de pizza. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a une connerie dans les pizzas ou machin parce que je me doutais bien qu'Otis ou Omos allaient s'en prendre à R-Truth à cause de la part de pizza, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait un piège. Non, en fait, c'est juste parce que R-Truth va foutre une claque au cul de Otis. Otis va pas du tout apprécier, donc il va choper R-Truth et il va le dégager. Ensuite, on a un petit face-à-face entre Otis et Omos. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de cool, et ben au final, Omos il va juste choper Otis et le mettre dehors. Voilà, donc pas de vraie confrontation. Ensuite, on a Cesaro qui élimine Chad Gable avec un petit coup de manchette, avec pas mal d'élan quand même. T-Bar éliminé par Ricochet, mais on ignore comment. Voilà, tu vois le mec tomber, tu vois que c'est Ricochet qui l'a éliminé. Comment il l'a éliminé, on n'en a aucune idée, c'est même pas montré. Mansoor va éliminer Cedric Alexander avec un ciseau de tête, qui est plutôt pas mal. Alors j'ai souvent marqué Ali alors qu'en fait c'est Mansoor. Ensuite on a Mansoor, les Viking Riders, c'est même un autre gars qui sont éliminés par Shanky. Enfin, au moins les Viking Riders, eux, c'est quasiment sûr, ils ont été éliminés par Shanky, mais comme je vous dis, c'est un gros bordel. Il se passe tellement de choses, en plus c'est mal filmé, on voit pas vraiment les éliminations, quoi. Omos, du coup, qui fait face à Shanky, mais qui l'élimine ultra facilement. Donc pareil, on a deux géants en face, mais on cherche pas à construire un combat, non, et puis il le fout dehors. Ensuite on a Robert Roode et Dolph Ziggler qui vont éliminer Mansoor en équipe. Omos lui va éliminer Robert Roode et AJ Styles va profiter que Ziggler discute avec Omos pour se protéger pour envoyer un magnifique phénoménal forearm et du coup éliminer Dolph Ziggler. Ensuite, on a Sami Zayn qui va réunir Ricochet et Cesaro en disant voilà,
on est les 3 derniers de SmackDown, eux ils sont encore 5 ou 6 de Raw, donc faudrait qu'on fasse équipe machin, sauf que personne ne va vouloir faire équipe avec lui, il va se prendre un coup de manchette, il se prend un coup de manchette et quoi d'autre, et un code breaker, et ensuite il se fera éliminer par Angelo Dawkins et Montez Ford. Ensuite on a le commandant Aziz, pareil, qui est assez mastoc et tout, qui va se faire éliminer tranquille par Omos. Aziz par contre qui va choper AJ Styles, enfin il provoque, enfin je crois que AJ Styles le provoquait et tout, sauf que du coup il lui chope le bras et il essaie de le tirer à l'extérieur. Omos lui il attrape les pieds de AJ Styles, c'est du gros n'importe quoi, t'as les deux qui sont en train de les tenir et puis t'as AJ Styles au milieu, c'est n'importe quoi. Et du coup Apollo Crews va taper dans le dos de Omos, et du coup Omos va lâcher AJ Styles qui va du coup se retrouver à l'extérieur de ring, donc éliminé. Du coup, Omos va être hyper vénère, va choper Apollo Crews et le foutre dehors. Donc voilà. Ensuite, les 4 restants, donc il y avait les Street Profits, Cesaro et Ricochet qui vont s'entraider pour affronter Omos et tout, sauf que bon, il y a quand même eu pas mal de petits trucs sympas pour essayer de le mettre en difficulté, sauf qu'au final, Omos va éliminer d'abord Cesaro, ensuite les Street Profits assez rapidement. Du coup on se trouve en finale avec Omos et Ricochet, et du coup Omos va quand même finir par éliminer Ricochet plutôt tranquillement, et du coup Omos est le grand vainqueur de cette bataille royale. Du coup on se retrouve avec 3-0 pour Raw. Voilà, donc combat qui était voilà, la victoire en soi me dérange pas, mais c'est vraiment la façon dont est buildé le match et comment il est filmé, c'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens, on ne comprend pas trop ce qui se passe, et puis il y a des éliminations, on ne sait pas vraiment qui les a éliminés si le commentateur le dit pas, ou on voit les machins se faire éliminer, enfin on les voit être éliminés, puis on voit un peu qui les a éliminés, mais on ne sait pas comment ils ont été éliminés, enfin c'est vraiment décevant comme match. Ensuite, on a le 4e match, RK Bro contre les Usos. Et on nous annonce pendant l'entrée des RK Bro que Randy Orton est devenu la superstar, ayant participé au plus grand nombre de matchs lors de pay-per-view, qui sont donc de 177, battant le record de Kane qui était à 176, en sachant que Kane est à la retraite. Comme le dit lui-même le commentateur, Randy Orton est tranquille parce que lui, sa carrière n'est pas encore finie, donc il a des chances de creuser l'écart avec ceux qui sont encore en activité et qui combattent en pay-per-view. Donc, excusez-moi. Donc match assez intéressant, mais pas vraiment l'un des meilleurs de la soirée. Donc on a du coup un petit suicidave de Jimmy Uso sur Riddle à l'extérieur du ring qui était plutôt sympa. Le DDT de Randy Orton dans les cordes, donc c'est celui quand il place sur la deuxième corde en tenant la tête dans son bras comme ça, et puis ensuite hop, il dégomme son adversaire, donc ce petit DDT tranquille. Randy Orton va tenter un RKO au début du match qui va être contré. Un peu plus tard, après son DDT, il va en tenter un deuxième qui sera à nouveau contré. Et après ça, il se prend au moins 3 kicks dans la tronche, mais il va résister aux tombées. Ensuite, on a un magnifique Samoan Drop en équipe. Vraiment, c'était incroyable. Il y a Riddle qui fonce ou qui est envoyé dans les cordes. Je crois que c'est qui l'attrape. Jimmy qui attrape Riddle, qui le soulève, et ensuite t'as Jay qui le récupère sur les épaules et hop, Samoan Drop. Vraiment, c'était une exécution parfaite. Ça, c'était vraiment peut-être le plus beau truc à voir du match. Hein. Moi, j'ai kiffé voir ça. Au lieu de marquer Randy Orton, j'ai mis RKO se prend le double kick. Randy Orton qui veut sauver, et du coup Riddle se prend le double kick dans la tête. Ensuite Riddle va également se prendre le double kick des frangins dans la tête, sauf que au moment du tombé, Riddle va réussir à se sortir du tombé, donc plutôt cool. Ensuite Jimmy va
placer un kick dans la tête de Riddle. Ensuite, il va tenter le splash et il va recevoir un RKO en plein vol, même s'il atterrit quand même sur Riddle, donc le splash en plus aurait été placé. Sauf qu'au fait, le problème de Jimmy, c'est bien Jimmy, ouais. Le problème en fait, c'est qu'il n'a pas remarqué que pas Riddle, mais Randy Orton avait fait le pass avec Riddle en fait. C'était Randy Orton qui était devenu le catcher in-ring. Et du coup, comme il n'a pas remarqué, du coup, il est surpris par le RKO. Et puis il perd le match, quoi. Du coup, 4-0 pour Raw à ce moment de la soirée dans le show principal. Ensuite, le 5e match, donc il s'agit des Survivor série féminin, avec du coup, pour l'équipe de Raw, Liv Morgan, Zelina Vega, Carmella, Bianca Belair et Rhea Ripley, contre Natalya, Shayna Baszler, Toni Storm, Shotzi Blackheart et Sasha Banks, avec des éliminations qui sont pas très très logiques, dont la toute première. Il y a des bruits un peu bizarres, on voit. Je sais pas si vous entendez aussi, mais il y a des bruits bizarres. Du coup, on a Carmella qui débute le match contre Toni Storm. Donc déjà, Carmella qui met un peu en difficulté Toni Storm. Comment? Pourquoi? Et du coup, on a Toni Storm qui va éliminer Carmella sur un petit paquet. Vraiment, vous vous rendez compte quand même à quel point c'est absurde. Carmella qui se fait éliminer par Toni Storm, qui est une des plus grosses championnes de NXT UK. Et voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette écriture. Pourquoi Carmella doit être protégée comme ça? Vraiment, ça n'a aucun sens. Je veux dire, que vous protégez Toni Storm, Sasha Banks, Shayna Baszler, Bianca Belair, tout ça, je veux bien. Mais Carmella, en plus face à Toni Storm, d'où vous essayez de la protéger comme ça qu'un petit paquet, ça n'a absolument aucun sens. Et en plus, elle se fait avoir parce qu'elle veut qu'on mette son masque, sauf qu'elle n'arrive pas. Zelina Vega essaie de mettre son masque. Au final, elle prend trop de temps, du coup, petit paquet. C'est nul à chier. Ouais, comme j'ai pas parlé dans le truc masculin, ici il va y avoir la même chose, comme il y a tout le temps quand il y a des Survivor Series ou des trucs par équipe avec plein de gens. C'est qu'il y a toujours un moment où quelqu'un intervient dans une équipe, et puis il y a l'autre d'une autre équipe qui arrive, et puis il vient machin, et puis je ne supporte pas ça. C'est chiant. Vraiment, je ne supporte pas ce genre d'action, donc c'est pour ça que j'en parle pas, parce que je trouve ça complètement débile. Ensuite, Natalya, ça je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça plutôt amusant. Mais en gros, elle prend Liv Morgan, elle se serre des cordes pour la faire rebondir, ensuite elle la jette, et t'as Liv Morgan qui rebondit sur le cul dans le ring. J'ai trouvé ça assez amusant, et puis en plus après, Natalya fait quelques enchaînements, mais qui ne suffiront pas à éliminer Liv Morgan. Shotzi Blackheart va sauver Shayna Baszler du finisher de Rhea Ripley. Et comme je disais, là, il y a tout ce gros bordel avec chacun qui envoie un coup aux autres, qui les fout KO. Et du coup, Shayna Baszler va profiter pour faire sa soumission à Rhea Ripley, qui va réussir à s'en sortir justement en tombant, en se laissant tomber sur le dos. Et ensuite, on a un DDT avec un élan, celui-là aussi très très beau, de Sasha Banks, donc qui prend son élan en sautant sur les cordes, et du coup ça va la retourner, et du coup DDT ou Facebuster, ça peut être soit l'un soit l'autre, hein. Je suis pas non plus un expert dans le nom des prises. Ensuite, Sasha Banks va contrer le KOD, parce que forcément il y avoir des face-à-face, Sasha Banks, Bianca Belair, hein, c'était très attendu. Pareil, des face-à-face, Shayna Baszler et un replay, c'était très attendu aussi. Voilà, donc ensuite on a un backstabber de Sasha Banks, suivi d'une prise, pareil, de Toni Storm, que je ne connaissais pas. J'ai supposé que c'était son finisher, mais qui était magnifique.
Mais apparemment ça n'a pas servi à éliminer quelqu'un. Et on a Liv Morgan qui fait une sorte de facebuster en cédant des corps sur Toni Storm et va éliminer Toni Storm. L'autre prise, en fait, ça a peut-être servi à éliminer Zelina Vega. Parce que Zelina Vega ne réapparaît pas plus tard. Donc si, finalement, la prise de Toni Storm a dû servir à éliminer Zelina Vega, mais j'ai dû oublier de le marquer. Mais Liv Morgan, pareil, j'adore Liv Morgan, hein, mais sa petite prise qui élimine Toni Storm, qui en plus n'a pas pris tant de coups que ça, plus Toni Storm qui a éliminé 2 personnes. Donc ouais, c'est ça, Zelina Vega, celle qui a été éliminée. Et tu te dis, comment c'est possible d'éliminer un monstre comme Toni Storm aussi facilement? Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un splash de Shotzi Blackheart sur Liv Morgan, suivi d'un autre, puisque pendant que Shotzi montait sur la 3ème corde, il y a Sasha Banks qui lui tape dans le dos pour faire le relais, ce qui fait que Liv Morgan se prend 2 splashs à la suite et du coup se fait éliminer. Et là, pareil, tu te dis, un splash aurait suffi pour éliminer Liv Morgan. Enfin, je veux dire, elle n'est pas construite comme étant un monstre. Je veux dire, un replay, Shayna Baszler, tu te dis, à ceux-là, tu leur fais un double splash comme ça pour les éliminer. Tu te dis, ok, je peux comprendre, ce sont des monstres et tout. Liv Morgan, je le répète, j'adore Liv Morgan, mais elle n'a pas besoin d'être protégée comme un monstre parce qu'elle n'a jamais été construite super forte. Voilà, donc là ils essayent de nous la mettre très forte parce qu'elle va affronter Becky Lynch pour le titre de Raw. Bon, on sait tous très bien comment ça va se terminer, même si j'aimerais bien un jour voir Liv Morgan avec la ceinture. Je pense qu'on se doute tous que Becky Lynch va démonter Liv Morgan en quelques minutes. Donc voilà. Ensuite, Rhea Ripley arrive à faire quelques enchaînements de gros coups. Ah non, attends. Hein. Ouais, non, c'est qu'elle a dû survivre aux tombées suite à pas mal de gros coups de Sasha Banks, Shotzi et Shayna Baszler. Ah non, elle se fait éliminer. Pourquoi j'ai mis elle a réussi? Donc non, elle a été éliminée. Ouais, je me dis, je suis fatigué, donc même dans mes notes, c'est le gros bordel. Du coup, on se retrouve au final avec Bianca Belair contre 4 personnes. Donc, les 3 que je viens de dire, Sasha, Shotzi, Shayna, plus Natalya. Du coup, Sasha Banks va être la première à être éliminée dans ce quatuor, puisque à un moment elle se fait sortir du ring par Shotzi Blackheart, sa propre collègue, et Natalya, chez Baszler, tout le monde l'empêche de retourner dans le ring. Du coup, l'arbitre compte jusqu'à 10, et du coup, élimination de Sasha Banks, qui est trahi par sa propre équipe. Ce qui est assez amusant, puisque d'habitude, c'est elle qui trahit tout le monde. Ensuite, Bianca Belair va éliminer Natalya sur un petit paquet. Là, la même Natalya. Natalya, c'est comme Carmella, c'est comme Zelina Vega. C'est pas une catcheuse construite forte. Genre Natalya, on la voit quasiment jamais. Pourquoi de la protéger? T'as rien à protéger. Elle fait rien actuellement. Je m'étonnais qu'elle était présente vu qu'on la voit plus catcher depuis qu'elle a perdu la ceinture par équipe. Et surtout, Bianca Belair, ancienne championne, qui est obligée d'utiliser le petit paquet pour battre Natalya, c'est un peu merdique. Ensuite, on a Bianca Belair qui utilise une prise signature de Beth Phoenix, son idole, pour éliminer Shayna Baszler. Là, pareil, j'ai trouvé que l'élimination de Shayna Baszler, parce que pareil, Shayna Baszler n'a pas pris tant de coups que ça dans la tronche, ou de finisher, de coups de signature, enfin de coups signature. Et du coup, je me dis, techniquement, elle n'est pas si KO que ça, Shayna Baszler. Et au final, elle se prend quand même le tombé et éliminée. Après, je suis quand même content qu'elle soit éliminée de manière normale, on va dire, plutôt que comme l'année dernière, Shayna Baszler avait été éliminée parce qu'elle faisait une prise de soumission dans les cordes et puis que l'arbitre avait compté jusqu'à 5 et puis du coup, hop, disqualifiée parce qu'elle avait continué à faire la prise alors qu'elle n'avait pas le droit. C'était complètement ridicule comme élimination de Shayna Baszler. Au moins là, elle est éliminée de manière simple, voilà, pas de petits paquets et tout, donc
Là, ça rend Bianca Belair vraiment forte de battre un monstre pareil, normalement. Ensuite, on a une finale entre Shotzi et Bianca Belair qui est pas non plus ouf. Mais bon, au final, Bianca Belair va placer le KOD et remporter ce match. Donc dans les deux cas, les deux Survivor Series, on a une victoire en solo. Et l'année dernière, l'année dernière, il n'y avait que Lana qui avait gagné en solo pour son équipe. Et chez les hommes, je crois qu'il y avait une équipe qui était restée soit au complet ou quasiment au complet. Et du coup, on se retrouve avec un 5-0 pour Raw. Et ensuite, le dernier match, donc le main event, on a Roman Reigns contre Big E. Voilà. Et du coup, le match, le début, pareil, très long le début. Alors les matchs de Roman Reigns, vraiment, j'aime beaucoup, sauf le début. Le début, c'est toujours assez long et tout. Et puis une fois que tout est lancé, qui commence à s'énerver et tout, là, les matchs commencent à être vraiment très bons. Du coup, pour ce 6ème match, on a Big E qui va tenter un splash sur Reigns qui est allongé sur le tablier, mais Roman Reigns va l'esquiver, ce qui fait que Big E va juste s'écraser sur le tablier. Big E va réussir 3 belly to belly de suite, suivi d'un splash. Alors j'ai mis un splash au sol, c'est juste pour dire que voilà, il saute comme ça en étant sur le sol sur Big E, voilà, enfin sur Roman Reigns, je veux dire, il n'est pas monté sur les cordes ou quoi que ce soit. Ensuite on a Roman Reigns qui va se défendre d'une prise avec un Samoan drop, plutôt pas mal, et on a une soumission bizarre de Big E qui du coup a la tête de Roman Reigns derrière sa tête comme ça, et puis le soulève et fait une soumission comme ça, voilà. Ensuite Big E va esquiver le Superman Punch mais va se prendre le finisher de The Rock, que j'ai oublié le nom, et du coup qui est un petit clin d'œil à son cousin, puisque au Survivor Series là, du coup on fêtait les 25 ans du début de la carrière de The Rock, puisque The Rock a commencé il y a 25 ans lors des Survivor Series. Donc du coup il y a son finisher qui est placé par Roman Reigns, donc voilà, le cousin qui fait un petit clin d'œil à The Rock. Ensuite, il va réussir le Superman Punch, mais va juste mettre Big E à genoux. Il va en faire un deuxième. Big E se relève encore, il va en faire un troisième. Voilà, Big E va être au sol. Roman Reigns va tenter, va se préparer au spear. Sauf que Big E se relève, genre normal. J'ai reçu aucun dégât. Vraiment, la Big E a été construit très fort. Voilà, alors il passe son temps à faire le clown à droite à gauche, mais là pour ce match là il est construit très fort. D'un côté ils ont bien fait, mais en même temps tu dis pourquoi vous ne faites pas un Big E comme ça toutes les semaines, je veux dire, pourquoi juste là face à Roman Reigns, c'est complètement con. Ensuite du coup Big E va réussir à placer un spear sur Roman Reigns à travers les cordes. Roman Reigns va un peu plus tard finalement réussir à placer son spear, même si ça ne suffira pas à le faire gagner à ce moment-là. Big E retente le spear à travers les cordes, mais cette fois reçoit la guillotine, sauf que comme c'est dans les cordes, Roman Reigns est obligé de le lâcher avant le décompte de 5. Sauf que Reigns va retourner dans le ring, va faire à nouveau la guillotine, sauf que Big E arrive à plus trop comment s'en sortir, ce qui va réussir à placer le big ending, et là complètement débile. Pourquoi est-ce que tu t'approches des cordes pour faire ton finisher? Vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Il a tout le loisir de gagner là. En plus, il n'y a pas eu de personne qui est intervenue. Voilà, il n'y a pas eu d'intervention. Les Usos sont restés dans les vestiaires. Tu dis pourquoi tu t'approches des cordes et tu fais le finisher là, et même encore tu fais le finisher à côté des cordes, pourquoi tu le remets pas au centre du ring pour faire le tomber? Complètement con, parce que forcément l'arbitre il compte 1, 2, hop, Roman Reigns il attrape les cordes et voilà, ça brise le tombé. C'est logique, tu dis putain t'es le champion de la WWE et t'es pas capable de réfléchir à ce genre de truc. Vraiment, l'écriture de ce match
à ce moment-là, c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Ensuite, Roman Reigns va réussir à placer le Superman Punch, donc un 4e à l'extérieur du ring. Ils vont remonter dans le ring un peu plus tard. Big E va tenter le Big Ending, sauf que Reigns va le contrer et lui envoyer un nouveau spear qui, cette fois, va conclure le match. Et du coup, victoire de Roman Reigns quand même. De toute façon, tout le monde s'y attendait. Et du coup, on se retrouve avec un 5-1 pour Raw ou un 5-2 pour Raw. Donc tout dépend si on compte le kick-off ou pas. En tout cas, c'était une très bonne soirée. Un peu dommage qu'on n'ait pas pu voir The Rock. Bon, voilà. Alors moi, honnêtement, j'avais aucune hype. Enfin, j'attendais rien du fait que The Rock vienne. Je me suis dit, ça aurait été cool qu'il vienne soit célébrer avec Roman Reigns, soit qu'il vienne le provoquer, mais en même temps le provoquer pour faire un match dans 1 an et demi, c'est vrai que ça vaut pas trop le coup. Mais voilà. Donc en soi, c'était pas non plus déconnant que The Rock soit absent. Du coup, voilà. Globalement, pour la soirée, il y a eu pas mal de petites choses, comme j'ai dit, qui m'ont dérangé, comme les victoires, enfin la victoire de Becky Lynch, la façon qu'elle gagne m'a pas mal dérangé, la façon dont Big E aurait pu gagner mais qu'il perd de manière complètement débile, pareil, m'a un peu dérangé. Certains matchs qui étaient pas terribles, genre la Battle Royale, elle était pas terrible, et en plus tu te dis pourquoi tu nous fous pas ça dans le kick-off. Enfin, je veux dire, t'as un match pas un match de championnat, t'as un match entre deux champions, pourquoi tu les fous dans le kick-off? Il y a beaucoup moins de gens, je pense, qui regardent le kick-off, donc voilà, enfin, en tout cas, moi, comme je regarde tout en différé, quoi, entre guillemets, parce que j'ai plus le terme en tête, là, je suis juste crevé. Et bien en gros, quand tu regardes comme moi juste sur le network, je pense que la majorité sont comme moi, se contentent juste du show principal. Voilà. Et du coup, tu te dis, parce que moi j'y ai pensé, puis je me suis dit, mais quand est-ce qu'il arrive le Damien Priest contre je sais pas qui, parce que je savais même plus qui était le champion intercontinental, mais je me suis dit, quand est-ce qu'il arrive ce match? Au final, il arrive jamais puisqu'il est dans le kick-off. Mais voilà. À part ça, en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment. C'est pas le pire show que j'ai vu cette année, mais j'avoue que c'était pas non plus le plus fameux. Donc voilà, on va arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show, si vous l'avez bien aimé ou pas aimé, si vous êtes d'accord ou pas sur certains points que j'ai pu dire, ou voilà, si vous, des choses ont dérangé que moi je n'ai pas parlé, ou ce que vous avez adoré, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pu penser. Et du coup, on va se retrouver le mois prochain pour du coup le dernier pay-per-view de l'année. Donc je ne sais pas quel pay-per-view ce sera, puisque le Royal Rumble est au mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas ce qu'on aura au mois de décembre. On verra bien. Du coup, je vous dis au mois prochain pour la prochaine review de catch. Ciao.